Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de révision, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette session de discussion, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par cette pratique, cette session de révision, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc, un peu comme hier, je pense que l'enseignement était suffisamment clair. Hein, et peut-être vous avez des questions, mais bon, avant, je vais peut-être voir brièvement. Aussi, j'avais des questions moi-même que j'ai posées à Geshe-la, et donc je vais vous partager les réponses. Geshe-la était surpris, déçu de ne pas recevoir plus de questions pendant la session. Et alors je lui ai dit, mais moi quand je me suis assis à table avec les étudiants, j'ai eu 2 questions. Et il faut le temps pour formuler les questions. Mais aussi, je pense que vous n'osez pas peut-être quand c'est Geshe-la. Enfin, j'en sais rien. Pourquoi il y a des questions quand c'est moi et il n'y a pas de questions quand c'est Geshe-la? Pardon? Oui, les 2 questions, les 2 raisons, c'est qu'il faut le temps d'assimiler et de réfléchir. Mais vous avez réfléchi déjà, vous avez réfléchi. Ouais. Et voilà. Quand vous réfléchissez, vous me voyez, je réponds aux questions. D'accord. Eh oui. D'accord. C'est moi qui reçois, je vais lui dire. Donc il y a les 2 raisons. Un, c'est que les questions, il faut le temps de les formuler. Et 2, c'est que... Pardon? Oui, c'est après le travail. Mais une raison aussi, c'est que vous êtes un peu peut-être plus impressionné avec Geshe-la, au milieu de beaucoup de gens, pour poser des questions, que c'est plus facile de me poser des questions moi. Voilà, je lui dirai. Il m'a dit, oh c'est bizarre, il n'y avait pas beaucoup de questions. Bon. Donc, on a continué avec la 3e. Quoi, la 3e, la 4e? Qu'est-ce qu'on a fait en fait? 3e, 4e. On a fait la 3e dissolution, la 4e dissolution. On a parlé aussi des autres. Hein, la dissolution de la conscience à la 5e, 6e, 7e. Hein, on a parlé de ça. Donc, je pense que vous avez compris. En même temps que les agrégats, en fait. Donc, la façon dont Geshe-la explique et dont c'est écrit aussi dans le livre, c'est à partir d'un agrégat qui se dissout, les éléments qui sont associés, les éléments grossiers qui sont associés se dissolvent simultanément. Dans d'autres, par exemple dans le schéma ici, ou ailleurs, je ne sais pas si c'est vrai ça, mais peut-être l'élément se dissout, et quand l'élément se dissout, les autres se dissolvent. De toute façon, tout se dissout en même temps. Donc la 3e, c'est l'agrégat des discriminations, l'élément feu, la faculté olfactive, et la sagesse. Il y a des signes extérieurs qui correspondent et le signe interne qui correspond. Dans la 3e, l'agrégat des discriminations. Le 4e, les formations volutionnelles. Et donc, on a parlé de ça, non? Au début, les 5 agrégats, non? Les 5 agrégats, en fait, la forme, les sensations, discrimination, formation volutionnelle. Quelquefois, on dit aussi les facteurs composés et la conscience, les 5 agrégats. En fait, les 5 agrégats, c'est la forme, c'est-à-dire ce qui est matériel, le corps. Hein. Les 5 agrégats, c'est ce qui sert de base à
un être, par exemple à un être humain, en tant qu'être humain. On dit qu'est-ce que c'est une personne en fait. Une personne, c'est ce qui est désigné sur les agrégats, 4 ou 5 agrégats, dépendant de quel monde on se trouve. Par exemple, le monde sans forme, il n'y a pas d'agrégat de la forme, mais sinon on a 5 agrégats. Donc, en gros, qui sont l'agrégat de la forme, c'est le corps et l'esprit, en bref. Les agrégats, c'est ça, c'est le corps et l'esprit. Donc, la forme, c'est le corps, et les 4 autres, c'est l'esprit ou la conscience. Là, je parle en général. Donc. Et dans ces 4 agrégats, donc, le dernier, c'est la conscience. Et quand on parle de la conscience, on parle de la conscience primaire. Et les autres, en fait, ce sont les facteurs mentaux. Quand on a étudié l'Auric, la conscience et connaissance, comment l'esprit fonctionne, on a vu des divisions, différentes divisions de l'esprit, différentes façons d'expliquer. Et une façon, c'est, quand on parle d'une conscience, on parle de la conscience primaire et les facteurs mentaux qui l'accompagnent. La conscience primaire, c'est la conscience elle-même, en fait, qui connaît l'objet. Et elle est accompagnée, tout moment de conscience est accompagné d'un certain nombre de facteurs mentaux. On en dénombre 51. Parmi ces 51, il y en a 5 qui sont omniprésents, c'est-à-dire qui sont toujours là avec n'importe quel moment de conscience. Et donc... parmi donc, quand on dit la sensation, la discrimination et les facteurs composés, parmi ces 51 facteurs, en fait, on distingue plus spécialement la sensation et la discrimination parce qu'ils sont très importants. Donc, c'est juste 2 facteurs mentaux. Et le 4e agrégat, les facteurs composés, c'est les 49e autres, les 49 autres. Donc, tous les facteurs mentaux et la conscience. Oui, merci pour la révision. Parce que quelquefois, ça a l'air compliqué. On se dit, 5 agrégats, qu'est-ce que c'est En fait, un agrégat, c'est quoi? C'est un tas. C'est 5 tas. Le Bouddha, bon, je ne sais pas dans quel sutra, mais a parlé, là, il y a ce tas, là, c'est les formes, là, c'est les... Et c'est sur ces ensembles, en fait, qu'on désigne une personne. Donc, il y a eu, dans l'enseignement, il y a eu la question de la sagesse fondamentale. Alors, en fait, j'avais parlé à Geshe-la hier à partir de votre question, c'est pour ça qu'il y a répondu. Donc, Valérie traduit toujours sagesse supérieure. Ça, c'est ça la traduction de Valérie, parce que en tibétain, il y a 2 mots, il y a Sherab et Yeshe. Shepa, c'est la conscience, donc Sherab, c'est la conscience. Sherab, on traduit sagesse, et Yeshe, on traduit aussi sagesse. Et donc, pour faire la différence, Valérie utilise sagesse supérieure. Mais en fait, dans ce cadre-là, bon, c'est questionnable, on dit. Oui, si on peut utiliser sagesse supérieure, parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'une sagesse supérieure à ce stade-là. Mais bon, c'est un choix de traduction. Mais en fait, c'est ça, fondamental. Je n'avais pas regardé le tibétain, mais le tibétain dit bien, littéralement, Shi Duk Yeshe, ça veut dire la sagesse du moment de la base, au moment de la base. C'est ça que ça veut dire, fondamental. Au moment de la base, ça veut dire, c'est quoi la base? La base, c'est au moment de la base de l'état ordinaire, ce qu'on a et qu'on va utiliser sur le chemin pour arriver au résultat. Donc, au moment de la base, il ne s'agit pas d'une sagesse supérieure ou de quelque chose de supérieur. Il s'agit, donc, là, l'a défini comme en disant que c'est un facteur ou une dimension, un facteur qui va devenir la sagesse supérieure d'un Bouddha. Et donc, qui va permettre la transformation en sagesse supérieure. Et donc, j'ai parlé un peu plus avec Sheila. En fait, quand on parle des 5 sagesses, on parle aussi des 5 Bouddhas.
Les 5 Dhyani Bouddha. Il y a une autre traduction pour ça? Souvent, on parle des 5 Dhyani Bouddha. Vous savez, dans le Tantra, chaque direction est associée à un Bouddha. Je sais que le Mazopa Rinpoche remet en cause cette traduction, mais je ne sais plus qu'est-ce qu'on utilise. On parle des 5 familles de Bouddha. Hein. Et donc, il y a Akshobhya. Alors, il y a Akshobhya, Vairochana, Ranasambhava, Amitabha, Amoghasiddhi. Hein. Et donc, ces 5 sagesses de base, en fait, deviennent les sagesses des 5 Bouddhas et les 20 qui sont associés. Hein, quand on parle des 5 sagesses fondamentales, c'est les 5 sagesses de la base, ce sont ces facteurs qui vont devenir, qui sont amenés à se transformer, à devenir la sagesse des 5 Bouddhas, des 5 Dhyani Bouddhas, et le vent qui sont associés à ces sagesses, hein, comme le vent et l'esprit fonctionnent ensemble. Donc, les vents qui sont associés à ces 5 sagesses sont amenés à devenir les corps des 5 Dhyani Bouddhas. Donc, on parle des 5 corps et des 5 sagesses des 5 Dhyani Bouddhas. Donc, les 5 sagesses, c'est l'esprit des 5 Dhyani Bouddhas, la sagesse des 5 Dhyani Bouddhas au niveau de la base, hein, le facteur qui va se transformer, qui va devenir ça. Donc, juste pour préciser. Oui. Oui. Oui, c'est 5 sagesses qui portent les mêmes noms. Mais là, c'est simplement la sagesse fondamentale, c'est-à-dire du temps de la base. Après, au niveau du Bouddha, c'est plus la sagesse fondamentale, c'est la sagesse proprement dite, l'esprit du Bouddha. Pardon? Purification des agrégats. Oui. Comment? Tu as lu ça où? Ouais. Pardon, prenez le micro si vous voulez parler, parce que c'est enregistré, il y a des gens qui écoutent. Aline. J'avais lu que les 5 Dhyani Bouddha correspondaient aussi aux 5 agrégats purifiés. Oui, exact. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais bon, là, dans ce cadre, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, donc ça, c'était pour les sagesses fondamentales. Donc après, on a parlé de la 3e dissolution, de la 4e. On a parlé des 10 vents, les 5 vents principaux et les 5 vents auxiliaires. Donc, on a les 5 vents principaux, on a la liste dans le livre, qui, on est désolé, mais devrait arriver demain, c'est ça, à la boutique, un peu tard. Mais bon, on n'a pas terminé. Apparemment, je ne sais pas si Geshe-la va terminer. Entre parenthèses, il ne faut pas le dire. Hein? C'est enregistré. Par les gros yeux. Donc, voilà. On va voir si vous avez des questions par rapport à ça. Ensuite, donc, résorption des consciences plus grossières dans les plus subtiles. Donc, à partir de la 5e dissolution, c'est la dissolution de la conscience. Et donc, peut-être je vais lire un peu mes notes. Résorption des consciences plus grossières dans les plus subtiles. Quand on parle de conscience grossière, donc, il y a les consciences sensorielles et mentales. Les consciences sensorielles qui sont associées donc au sens,
qui sont associés à la vision, à l'audition, à l'olfaction, le goût et le toucher. Donc, toutes ces consciences qui ont comme condition, on dit souveraine ou principale, un organe, hein, une faculté sensorielle. Et on sait que pour avoir une conscience, par exemple, visuelle, la conscience, elle fonctionne. Quand on divise la conscience, il y a aussi les consciences sensorielles et la conscience mentale. La conscience sensorielle sont 5 et la conscience mentale, il y en a une. Et fonctionne sur différents organes qu'on appelle aussi facultés. Donc les 5 consciences sensorielles fonctionnent sur les 5 facultés sensorielles ou les organes sensoriels. On n'utilise pas trop le mot organe, mais je crois qu'en tibétain on l'utilise. Organe ou faculté, parce qu'en fait l'organe visuel c'est dans l'œil, mais c'est pas l'œil lui-même, c'est une forme subtile qui est dans l'œil. L'organe de l'œil c'est quelque chose de grossier. Donc il y a la faculté pour chaque organe qui se situe pour chaque faculté. Donc pour chaque organe il y a la faculté qui est quelque chose de plus subtil et qui se situe dans l'organe. Le sens tactile recouvre tout le corps. Pour avoir une conscience sensorielle, par exemple une conscience visuelle, il y a 3 conditions. La condition souveraine ou principale, disons, c'est l'organe, la faculté. Ensuite, il faut un objet. L'objet d'une conscience visuelle, c'est la forme et la couleur. Forme et couleur, c'est ça qui est perçu. Et il faut la condition qui précède immédiatement. C'est quoi la condition qui précède immédiatement une conscience visuelle? Petite révision. Non, il y a le contact. Ce que tu dis, la rencontre, c'est le contact. Mais c'est le contact des 3. Donc les 3, c'est la faculté, il y a la faculté, l'objet et donc ce qui précède immédiatement une conscience visuelle, c'est voilà, l'instant conscience précédent. La condition qui précède immédiatement une conscience visuelle, c'est l'instant de conscience qui précède immédiatement la conscience visuelle, puisque la conscience est un continuum de moments de conscience. Le moment de conscience qui précède la conscience visuelle, c'est la condition qui précède. Donc, avec ces 3, l'instant de conscience précédent, l'objet et la faculté, on a la naissance, la création, la naissance d'une conscience visuelle. Et ensuite, il y a la conscience mentale, donc qui est la conscience mentale. Donc, il y a les objets, les phénomènes sont les objets de la conscience mentale. Ensuite, il y a l'organe mental et la condition. Donc, la condition qui précède immédiatement une conscience mentale, par exemple, une conscience mentale, c'est par exemple une idée, une pensée, quelque chose d'abstrait. La condition qui précède immédiatement, c'est le moment précédent. Et l'organe mental, c'est quoi ? L'organe mental, c'est les moments précédents aussi. L'organe mental, c'est la conscience elle-même, en fait. Donc, c'est le moment précédent, en fait. Le continuum, c'est le continuum. Non, c'est pas la mémoire, non. La mémoire, je pense que c'est un facteur mental. C'est pas la mémoire, c'est la conscience elle-même. Le moment précédent sert à la fois des 2 conditions. Donc, il y a ces 6 consciences. Donc, quand on parle de grossière et de subtile, les consciences sensorielles sont plus grossières que la conscience mentale. Donc, là, on parle de 80 conceptions. Alors,
on parle en fait de facteurs mentaux qui sont des conceptions, l'attachement, etc. On a la liste dans le livre de toutes ces 80 conceptions qui se dissolvent en fait. Les pensées conceptuelles, l'esprit des 80 conceptions, ce sont des esprits subtils. À ce moment-là, on parle d'esprits subtils. Donc, les consciences plus grossières sensorielles ont été dissoutes et il y a eu la discussion à la fin de l'enseignement. La question que Vénérable Ngenga a posée et moi-même aussi. Donc Geshe-la a dit, oui, même si l'œil cesse de fonctionner, etc., dans les premières dissolutions, en fait, les consciences sensorielles elles-mêmes ne sont dissoutes que lorsque tous les vents sont dissous à la fin de la 4e dissolution. C'est ce que Geshe a dit. Donc ce qui reste, c'est les consciences mentales. 80 conceptions. Ces 80 conceptions sont des aspects subtils. Donc on a grossier, subtil, et ensuite le niveau très subtil de la conscience, c'est l'esprit de clair-lumière qui vient à la fin. Donc on n'est pas arrivé là, malheureusement. L'esprit de clair-lumière de la mort qui est, quand tout est dissous, ce qui reste, c'est l'esprit extrêmement subtil. Donc ces 80 conceptions sont divisées en 33, 40 et 7. On ne parle pas des 3 esprits. Et donc, il y a un rapport entre les 80 conceptions et les 3 types d'esprits. Donc, les 3 types d'esprits, ce qu'il faut... donc, Geshe-la en a parlé, mais il n'a pas décrit complètement peut-être le processus. Vous voyez, après, il n'y a plus de signe extérieur après la 4e dissolution, puisqu'en fait la respiration s'arrête. C'est la mort clinique. Il n'y a plus aucun signe de vie. Mais la conscience est toujours là. Donc après ça, il n'y a plus de signe extérieur en fait, puisque le corps n'a plus... ne montre rien, aucun changement. Tous les signes, ce sont des signes intérieurs. Donc, on a décrit les 4, l'apparence de mirage, ensuite l'apparence de fumée, l'apparence de luciole ou d'étincelle, et ensuite l'apparence du vacillement d'une flamme sur le point de s'éteindre. Donc, Geshe-la l'a traduit. Oui, c'est ça. C'est comme une flamme, quand vous voyez la lueur d'une flamme qui est sur le point de s'éteindre, tout d'un coup, il y a un surgissement de lueur, une lueur spéciale, c'est ça. Ensuite, donc, dissolution des 80 conceptions, il y a la vision. Alors, à la 5e dissolution, ce qui se produit dans l'esprit, c'est une vision blanche. La vision blanche. Ensuite, la vision rouge, ensuite la vision noire, et ensuite la claire lumière de la mort. Ça, c'est les 4 visions. Donc, je pense que Geshe-la expliquera avec plus de détails. Et aussi, il y a la raison de ces apparences, en fait, de ces signes internes. C'est que, comme on a décrit, les vents se rassemblent dans les canaux latéraux et entrent dans le canal central. Et lorsque les vents rentrent par l'extrémité supérieure du canal central, en fait, la goutte blanche est libérée et descend. Et en fait, la vision blanche correspond à ça, correspond en fait à l'entrée de tous les vents qui sont situés au-dessus du cœur, dans le canal central au sommet de la tête, et la goutte blanche est libérée et descend, et c'est à ça que correspond la vision blanche. Ensuite, on a décrit que tous les vents des canaux droit et gauche situés au-dessous du cœur entrent dans le canal central au niveau du nombril et donc libèrent la goutte rouge qui remonte au cœur, et c'est ça qui correspond en fait à la vision rouge. Ensuite, les 2 gouttes s'unissent aux gouttes qui sont au cœur et ça correspond à la vision noire. Et donc ensuite,
Et donc tous les vents en fait inférieurs et supérieurs se concentrent aussi dans le cœur, pénètrent dans la goutte et ça correspond à la vision noire. Et ensuite tous les vents se dissolvent dans le vent très subtil qui est dans la goutte indestructible au cœur. En fait, dans la goutte indestructible au cœur, il y a un vent très subtil soutenant la vie. Tous les vents se dissolvent là. Et en fait, c'est l'esprit très subtil qui se révèle. Et c'est ça l'esprit de clair-lumière. Et donc, la dernière dissolution, la 8e, hein, c'est la vision de la clair-lumière. Donc, je pense que Geshe-la l'expliquera avec plus de détails demain. Mais alors, il y a eu un rapprochement qui a été fait entre ces 80 conceptions et les 3 esprits. Hein. Donc ces esprits, ces visions, quand on dit vision, en fait c'est un esprit auquel apparaît cette vision blanche. Hein. L'esprit auquel apparaît la vision rouge, l'esprit auquel apparaît la vision noire, en fait on les nomme l'esprit d'apparence blanche, l'esprit d'accroissement rouge et l'esprit de proche obtention noire. C'est le nom technique, hein, c'est comme ça qu'on les nomme. Donc quand on parle l'apparence blanche, l'accroissement rouge, la proche obtention noire, on fait référence à ces visions-là, à ces moments-là. Hein. Et donc il y a un rapport entre ces 3 apparences, hein, l'apparence blanche, l'accroissement rouge et l'approche obtention noire. Il y a un rapport entre ces 3 et les 80 conceptions. Et donc comme j'avais pas trouvé ça très clair, j'ai demandé des explications à Geshe-la. Et donc je vais vous le dire ce que j'ai compris. Mais avant d'en arriver là, je vais peut-être terminer, voir dans mes notes ici. Donc dans ces 80 conceptions, il y a des aspects des perturbations, mais il y a aussi la conception et d'autres facteurs vertueux. À ce stade, ces facteurs sont à un niveau grossier et ils vont se résorber dans une dimension plus subtile. J'ai pas trop compris là, mais en fait, en discutant avec Geshe-la dit oui, parce qu'on fait la pratique aussi. Dans la pratique tantrique, en fait, on s'exerce à dissoudre toutes ces conceptions pour arriver à un esprit très subtil, l'esprit de clair-lumière. L'esprit de clair-lumière, elle se présente à la mort, mais il se présente aussi, quelque chose de similaire se produit aussi. On l'a un petit peu évoqué, mais un esprit similaire se présente et des dissolutions similaires aussi s'effectuent dans différentes circonstances, hein, pas simplement à la mort. À la mort, on peut dire c'est vraiment quelque chose de très caractéristique et de très fort, puisqu'en fait, tout se dissout vraiment. Hein. Mais il y a quelque chose de similaire à différents moments. Par exemple, quand on s'endort, il y a des dissolutions quand on s'endort, quand on se réveille, quand on rentre dans le rêve, quand on sort du rêve. Quand, par exemple, on éternue. Hein, quand on éternue, on dit il y a une genre de dissolution semblable et il y a une petite expérience de lumière. Hein. Quand on bâille, aussi quand on perd connaissance et aussi lors de l'orgasme. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de la dissolution et une expérience genre de... Hein, oui, de flash ou de quelque chose de lumineux, une expérience lumineuse, hein, qui se produit. C'est quelque chose de similaire. Donc, dans la pratique, on s'exerce à éveiller cet esprit très subtil de clair-lumière pour la méditation. Hein. Et donc, on dissout toutes ces conceptions. 80 conceptions. Et donc je disais à Geshe-la, mais pourquoi on dissout, mais la conception et tout, la compassion et tout, on en a besoin. Et donc Geshe-la disait, oui, mais la conception qu'on a, nous, c'est quelque chose de grossier. Au niveau du Bouddha, c'est plus du tout la même chose. Hein.
au niveau du Bouddha, de la claire-lumière, de la vacuité, se révèlent en fait toutes les qualités du Bouddha, la compassion pure, etc. Fait qu'il y a quelque chose de différent cette compassion qu'on peut avoir maintenant de ces conceptions, en fait. Hein. Donc, peut-être c'est ça qu'il voulait dire quand il dit ces facteurs existent à un niveau grossier, ils vont se résorber dans leur dimension plus subtile. On dit qu'il y a 3 niveaux de subtilité, mais en fait, on peut en trouver 4 quand on parle de l'esprit plus ou moins grossier ou subtil. En fait, on peut en trouver 4 et même on peut en trouver un nombre infini de subtilités de l'esprit. Hein. Comme toujours, en fait, quand on parle de ces choses, quand on parle de tout ça, par exemple le processus de la mort et tout ça, c'est un peu un schéma, un modèle qu'on se donne qui correspond à quelque chose, mais la réalité, bien sûr, est un peu différente. C'est pas toujours aussi linéaire, ça se produit pas toujours comme dans les livres. Hein. Donc, les niveaux, il y a les consciences sensorielles, ensuite il y a les facteurs mentaux et les conceptions, comme les 80. Ensuite, il y a les esprits lumineux. Donc, les esprits lumineux, c'est-à-dire l'apparence blanche, l'accroissement rouge et l'approche obtention noire. Ça, c'est un niveau encore plus subtil. Et en fait, ces 3 donnent naissance aux 80 conceptions. Il y a un rapport entre ces 3 et les 80 conceptions. Et le 4e niveau serait l'esprit extrêmement subtil, qui est alors la conscience de la claire-lumière de la mort ou la claire-lumière. Hein. Donc, le moment de la claire-lumière de la mort, c'est le moment de la mort. Pardon. Peut-être je termine et puis tu me diras. Hein. Donc, entre le 5e et le 6e, l'esprit beaucoup plus subtil, avec l'esprit d'apparence blanche. Donc, l'esprit d'apparence blanche est beaucoup plus subtil parce que toutes les conceptions sont dissoutes. Donc, ensuite, il y a eu cette question sur les consciences grossières, donc sensorielles, qui diminuent lors des premières dissolutions. Ça veut dire que la faculté est altérée, mais la cessation de ces consciences sensorielles se produit à la 4e dissolution quand les divans sont dissous. Hein. Donc je répète ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc j'ai reposé la question. Je n'avais pas bien compris quel était le rapport entre les 80 conceptions et les 3 l'apparence blanche, accroissement rouge et proche obtention noire. Et en fait, j'ai vu qu'il en était question un petit peu dans le livre, à la page voilà, à la page 43, au bas de la page 43, hein, les 80 conceptions sont divisées en 3 groupes. 33 indicatifs de l'esprit de blanche apparence, 40 indicatifs de l'esprit de croissance rouge, 7 de l'esprit de proche obtention noire. Et dans ce petit paragraphe à la fin, en fait, il est dit, bon, j'ai pas trop forcément compris ce qu'ils disent là, mais cette inférence à propos de l'esprit de blanche apparence est rendue possible du fait que le premier groupe de conception est une empreinte ou un effet de l'esprit de blanche apparence. Lorsqu'on procède dans l'ordre inversé, à partir des états subtils pour remonter vers des états grossiers. Et donc je pense que ce que Geshe-la a expliqué faisait référence à ça. En fait, la relation entre les 3 groupes de conception et les 3 types d'esprit, hein, de blanche apparence, d'accroissement rouge et de proche obtention,
c'est que si on prend l'exemple de l'esprit de blanche apparence, le premier groupe de conception, c'est une empreinte ou un effet. Donc, ces conceptions sont des effets. Hein. On peut dire le premier groupe, c'est-à-dire le groupe des 33, les 33 premières conceptions sont un effet de l'esprit de blanche apparence. Les 40 prochaines du deuxième groupe sont un effet de l'accroissement rouge et les 7 restantes sont un effet de l'esprit de proche obtention noir. Et donc, j'ai demandé à Geshe des explications. Et en effet, si on va, comme il était dans le livre, lorsqu'on procède dans l'ordre inversé à partir des états subtils pour remonter vers les états grossiers, donc Geshe a dit, si on part de la claire lumière, qui est l'esprit le plus subtil, donc il a expliqué comme ça, parlons de l'esprit, de la claire lumière, par exemple, parlant de la claire lumière de la mort. Au moment de la claire lumière de la mort, suivant la claire lumière de la mort, l'esprit est le vent très subtil. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Bon, ça on le verra prochainement, mais après la mort, cet esprit très subtil de claire lumière, c'est la mort. Ce qui se passe immédiatement après, c'est que l'esprit et le vent très subtil vont... Ah non, c'est pas... Oui. Ici, en fait, Geshe l'a dit, il parlait au niveau de la mort de l'être de l'état intermédiaire. Hein. C'est-à-dire qu'après la mort, on renaît dans l'état intermédiaire. À la fin de l'état intermédiaire, l'être de l'état intermédiaire va mourir en suivant les mêmes dissolutions et va se réincarner dans la matrice de la mère. Hein. Si on parle des 3 états, il y a la mort. Après la mort, l'esprit va dans l'état intermédiaire, le bardo. Et à la fin du bardo, l'être du bardo fait l'expérience encore de la mort de l'être du bardo pour renaître, disons, si c'est une renaissance humaine, dans l'utérus. Hein. Donc, il va y avoir transférence à partir de la claire lumière de la mort de cet être du bardo. Il va y avoir l'esprit très subtil et le vent très subtil de l'être du bardo va être projeté, rentrer dans la matrice de la mer et dans les gouttes blanches et rouges des parents. Quand on parle en fait des gouttes blanches et rouges, c'est comme je pense comme quand on parle des canaux. Hier on parlait des canaux, hein, les canaux par exemple au niveau du corps grossier et les canaux au niveau du corps subtil. On parle aussi des vents et on parle aussi des gouttes et je pense qu'on parle à différents niveaux. Il y a des niveaux subtils, il y a des niveaux plus grossiers. Parce que quand on parle des gouttes, la goutte blanche et la goutte rouge, ça fait aussi référence aux cellules sexuelles. Hein. La goutte rouge, c'est l'ovule. Hein. Et la goutte blanche, c'est le sperme. En fait, dans ce système, on dit que la goutte blanche, la cellule sexuelle ou reproductive du père, c'est le sperme, et de la mère, on dit c'est le sang, hein, rouge. En fait, pour nous, c'est l'ovule, mais c'est ça qui représente. En fait, donc les gouttes, ça représente les cellules sexuelles. Mais les gouttes, dans le corps subtil, c'est pas quelque chose de physique. Donc il y a une corrélation, mais c'est quelque chose de plus subtil aussi, à différents niveaux. Donc à ce niveau-là, l'esprit, après la claire lumière de la mort de l'être de l'état intermédiaire, l'esprit et le vent très subtil rentrent dans la goutte des parents, blanche et rouge, et ainsi que le vent qui soutient la vie. Parce que le vent qui soutient la vie, c'est un des vents principaux. Il est présent aussi avec l'esprit. Geshe l'a dit, il garde l'esprit et le vent très subtil unis ensemble. Et donc, il les maintient ensemble. Et donc, ce vent qui soutient la vie, une fois dans la matrice, devient plus grossier. Et à partir de ce vent, vient
après, donc, vient l'approche-obtention, l'accroissement rouge et l'apparence blanche. Parce que, donc, on ne l'a pas encore expliqué, mais au moment de la mort, en fait, il y a ces signes, hein, les signes qui se produisent, en fait. Le mirage, la fumée, l'étincelle, la flamme, la lumière blanche, la lumière rouge, la lumière noire, la vision noire, la claire lumière. Et ça, c'est au moment de la mort. Et au moment de la naissance, en fait, c'est l'inverse de la claire lumière. Ce qui suit, c'est l'approche-obtention noire, l'accroissement rouge. Donc la conscience passe par ces différentes étapes. Hein. On l'a déjà vu ça dans le Lamrim. On a dû le voir ça, non? Bon. Donc l'approche-obtention noire, l'accroissement rouge, l'apparence blanche. Et donc toutes les visions se reproduisent en sens inverse, hein, au moment de la naissance. Donc Geshe-la disait, à ce moment-là, au moment de la naissance, donc après la claire lumière de la mort, vient le vent. En même temps, il y a le vent qui soutient la vie. Puis vient la vision de l'approche-obtention noire. Hein, et en même temps, l'effet de cet esprit de proche-obtention noire, c'est les 7 conceptions. Comme un effet de cet esprit de proche-obtention. Ensuite, ce qui suit la proche-obtention, c'est l'accroissement rouge. L'effet, cet accroissement rouge, cet esprit, en fait, a pour effet les 40 conceptions. Et ensuite, l'apparence blanche a pour effet les 33 conceptions, en fait, qui prennent naissance à ce moment-là. Et donc, c'est de là que viennent ces conceptions. Voilà, c'est l'explication que Geshe a donnée. Tu avais une question, prends le micro si tu veux. Je ne sais pas si je vais bien pouvoir la formuler, mais on dit la claire lumière de la mort. Mais la mort permet d'obtenir la claire lumière. La claire lumière en elle-même, c'est pas la mort qui l'a fait. Elle existe. Non, ici ça veut dire la claire lumière du moment de la mort. Voilà. C'est ça que ça veut dire. C'est pas la mort qui fabrique la claire lumière. Ouais. La claire lumière, c'est un état d'esprit. Et simplement, quand on arrive à cet état au moment de la mort, puisque tout est dissous, cet esprit très subtil de claire lumière se révèle, et donc il existe en dehors de la mort. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il existe, c'est pas la mort qui l'a créé. Ici, c'est la claire lumière du moment de la mort, voilà, qui se produit à la mort. Mais ça ne veut pas dire que ça appartient qu'à la mort. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez bien discuté? Oui, allez-y. Question un peu naïve. Le mourant ne peut plus parler, il n'est même plus conscient. Comment est-ce qu'on a pu établir tous ces processus, tous ces détails? Est-ce que c'est par des méditants qui observent? Oui, donc la question a été déjà posée. Hein. C'est une question légitime. Tout le monde se demande un peu, mais ça vient d'où tout ça, hein. Donc quelqu'un me l'a posé à table d'ailleurs, et j'ai dit à Geshe-la aussi, et les gens se demandent, ça serait bien si vous en parliez. Peut-être demain il en parlera. Mais bon, en bref, il m'a dit, ah mais toi tu peux dire aussi. Oui, en principe, c'est des personnes... les personnes, les méditants, les yogis, yoginis qui contrôlent leur esprit, en fait, pour nous, quand on passe d'un état à l'autre, on ne se souvient pas. Par exemple, on peut prendre l'exemple quand on s'endort, quand on rêve. Hein. Comme il y a un changement d'état, en fait, on perd conscience. On ne se rappelle plus de l'éveil, de la veille, on ne sait pas qu'on est dans un rêve, etc. Quelqu'un qui contrôle plus de contrôle sur son esprit va pas perdre le contrôle, va pas perdre conscience lorsque l'esprit change de niveau comme ça, et donc va pouvoir mieux être plus en conscience et décrire.
Après, Geshe-la dit, il y a aussi des personnes qui sont passées dans ce processus et qui reviennent aussi. Hein. Il y a des va-et-vient. Et donc, je racontais aussi l'histoire. Moi, j'ai une sœur, en fait, une moniale australienne qui m'a raconté. En fait, elle a travaillé en soins palliatifs, je crois. Mais en fait, l'histoire qu'elle me racontait, c'était pas dans les soins palliatifs. Elle dit quelqu'un de sa famille, je pense que c'était son beau-père, qui n'était absolument pas bouddhiste et qui n'avait jamais entendu parler de ce processus de la mort. Et elle dit, quand il est mort, au moment de sa mort, en fait, il a verbalisé même. Il a dit qu'il voyait de la fumée. Il a dit, il y a de la fumée partout. Après, il a dit, il y a des étincelles. Il voyait de ça. En fait, il a verbalisé. Et elle disait, elle était impressionnée parce que tiens, c'est vrai. Mais bon, j'ai demandé à Geshe-la peut-être demain, il répondra à la question aussi. Hein. Et puis bon, aussi le fait que ces dissolutions, elles se produisent à d'autres moments que la mort aussi. Hein. Donc les personnes qui ont contrôle sur leur esprit peuvent voir mieux que nous, en conscience, les différents états d'esprit par lesquels on passe. Ouais. Parce qu'on parle beaucoup en ce moment d'expériences proches de la mort, ouais. Des personnes qui voient un tunnel, des êtres lumineux et tout. Ouais. Oui, on peut faire des rapprochements. Bon, en principe, les near-death experiences, les expériences de mort imminente, souvent ils parlent d'un tunnel et de trouver la lumière au bout, hein, souvent. Après, il y a beaucoup de choses. Oui. Donc, oui. Après, tout ne correspond pas forcément. Hein. Bon, souvent d'ailleurs, par rapport à ces expériences-là, il semble que la plupart des gens racontaient des expériences extraordinaires, merveilleuses, de lumière, de béatitude, de joie, d'amour, et que certains avaient l'air de dire finalement la mort c'est pas si mal. Mais après ça, par la suite, il y a d'autres personnes qui ont réagi en disant oui, tout le monde ne se souvient pas forcément de leurs expériences. Hein. Et c'est peut-être les personnes qui ont des bonnes expériences qui ont tendance à se souvenir. Et il y a beaucoup de gens qui ont aussi eu des expériences assez terribles en ayant des expériences de mort imminente, qui ont eu des expériences très qui leur ont fait beaucoup peur, très effrayantes en fait, et qui en parlent peut-être pas si facilement que ça. Moi j'ai eu, au cours, en parlant un peu avec les gens de la mort, plusieurs personnes, j'ai eu des exemples de personnes qui disaient qu'ils avaient eu ce genre d'expérience et en fait qu'ils n'en avaient pas parlé pendant des années, tellement ils étaient impressionnés, et même que d'y penser, ça les effrayait. Même si ça a été plaisant, c'est pas facile d'en parler, oui. Ouais. Donc, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais il y a aussi certaines expériences, par exemple, et ça c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui disent, ou même au moment de la mort, ils voient des êtres chers qui sont déjà décédés, qui les appellent, etc. Ouais. Ça, on n'a pas ça tellement dans ce modèle. Hein. On ne voit pas les êtres chers qui nous appellent. Les êtres chers, ça fait longtemps, on espère, ça fait longtemps qu'ils sont ailleurs. Oui. Prends le micro, s'il te plaît. Micro ? Dans ces cas-là, enfin moi de ce que j'ai vu dans les émissions et que ma fille m'avait raconté aussi, les étapes sont un peu différentes parce que les premières dissolutions n'ont pas le temps de se faire. C'est souvent un arrêt cardiaque qui fait dans un événement où il y a ces expériences de la mort. Mais les premières dissolutions avec la fumée, tout ça n'a pas eu le temps parce que en fait, ça se souvient très vite. Enfin moi dans les cas que j'ai vus des gens qui en parlaient, c'est des gens qui avaient c'était arrivé vite. Donc, ils étaient dans un état de 4e dissolution sans avoir les dissolutions. Donc, c'est peut-être des états assez différents, ce que je voulais dire. Oui, Myriam, tu passes le micro. Ouais.
En fait, est-ce qu'avec des produits chimiques, on peut arriver à provoquer cet état? Est-ce que, par exemple, des personnes qui ont absorbé des drogues ou autres pourraient se rapprocher de cet état? Quelqu'un a une expérience? Oui, les drogues, ça peut révéler des choses. Je sais pas trop. Ouais. Tu devrais essayer, Myriam. Tu nous diras. Je sais pas. Je sais pas. Tu poses la question. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait des recherches comme ça, hein? Les drogues, ça abolit la discrimination. Donc oui, c'est pas très recommandé. C'est mieux la méditation. Tu connais une histoire? Vas-y, prends le micro si tu veux. Il paraît que c'était un grand lama, un Rinpoché très important, je ne sais pas le nom, qu'il a vu une fois la personne qui a inventé l'LSD. Et cette personne est allée à lui, il lui a dit j'ai l'LSD, avec ça on peut voir Dieu. Et le grand Rinpoché, il a dit fais voir alors. Moi j'ai très très envie de voir Dieu. Alors, il a pris un trajet, non? Il a dit LSD, oui. Je ne vois pas. Il dit tu peux pas m'en donner un autre, s'il te plaît? Il dit bon, d'accord, un deuxième. Je regrette, je ne vois pas Dieu. Et je ne sais pas, il est arrivé au moins à apprendre beaucoup, quelque chose que quelqu'un de normal aurait pu tomber très malade, non? Et il a dit qu'il n'avait pas vu Dieu. Ok. Bon. C'est donc, ok. Une bonne idée, non? Si quelqu'un élevé peut... Donc, ok. Ça allait parce que c'était un grand Rinpoché, mais c'est pas recommandé de prendre du LSD pour voir Dieu. Ok, peut-être on peut faire les dédicaces, mais toi... D'accord, dernière question, vas-y. Prends le micro, s'il te plaît. Séverine. Oui, j'ai juste une question du coup à l'inverse. C'est-à-dire si quelqu'un est sous traitement comme la morphine, est-ce que ça va empêcher, quelque part, influencer ses états, donc la morphine ou autre chose? Ben, sûrement, oui. Donc, Geshe l'a bien dit, dans le cas de mort naturelle, c'est-à-dire si quelqu'un a été très malade ou est médicamenté sous l'effet de morphine ou tout ça, c'est sûr que le processus peut être différent ou la conscience est différente de toute façon, hein. C'est sûr que si on veut être conscient au moment de la mort, c'est pas très indiqué de prendre des sédatifs, etc. Ouais. Après, ça dépend. Après, tout ça, c'est un sujet de discussion. Je veux dire, quelqu'un qui a un proie de grande souffrance, hein, peut-être que pour calmer la personne, ça dépend de l'état de la personne, du niveau de la personne et comment elle peut gérer, en fait. Hein. Dans certains cas, il vaut peut-être mieux appliquer des sédatifs et des médicaments qui vont pacifier un peu, vont permettre à la personne d'être plus calme et pas être en proie des grandes souffrances qui la troubleraient énormément au moment de la mort. Hein. On ne dit pas qu'il faut absolument éviter ça. Hein. Ça dépend de l'état de conscience de la personne et des choix. Allez, dernière question. Oui, on s'est posé une question dans notre groupe. On a remarqué à la deuxième dissolution, on nous dit que la conscience corporelle ne peut plus expérimenter les sensations plaisantes, déplaisantes et neutres, accompagnant les consciences sensorielles. Et on a vu là une contradiction un peu dans la... C'est quoi, la troisième dissolution? La troisième pour l'agrégat de
de l'odeur. Il parle aussi d'une dissolution et d'une incapacité à faire l'expérience d'odeurs agréables et désagréables. Du coup, on ne comprend pas, puisque déjà, c'était plus possible dans la dissolution d'avant. Là, ça veut dire juste d'odeur, en général, je suppose. Ils ont ajouté agréable et désagréable d'odeur. À la deuxième, c'était la discrimination, non? C'était quoi la deuxième? La sensation. Et donc, c'est où ça? Lorsque l'agrégat des sensations se dissout, le signe extérieur est l'incapacité pour la conscience d'expérimenter les sensations plaisantes, déplaisantes et neutres, accompagnant les consciences sensorielles. Et la troisième, non, la quatrième, tu dis? La troisième, le signe de la dissolution des odeurs inclus dans notre continuum et l'incapacité de sentir les odeurs agréables et désagréables. Ça veut dire toutes les odeurs, en fait. Moi, je ne vois pas de contradiction. Toutes les odeurs. Ici, c'est écrit agréable et désagréable. Ça ne veut pas dire les odeurs qui sont ressenties comme agréables, qui sont ressenties comme désagréables. Je pense que ça veut dire toutes les odeurs. Hein? Moi, je verrais ça comme ça. Hein? Ça vous va? Merci. On va en rester là pour aujourd'hui. Alors, les prières des dédicaces, c'est la page 91. O Changchuk Semchok Rinpoche Make Panang Kegyoche Jepanyam Me Payang Kone Kondu Pewasho Toni Tawa Rinpoche Make Panang Kegyoche Kepanyampa Me Payang One Kondu Pewashok. Page 92. Kangringra Weko Weshinkam De Petandewa Malu Jowene Cherezi Wantendingatso Ishapesite Vadutengyoche Totsuchan Shinjangengewe Tenzing Kyongpewe Kunze Topodze Chosungku Elementudu Padaso Dulce Gandusha Tensho Jetsung la mekutse rapten Shim nam kachile Choshuke patan Lo santen pede mesasum Guido e munsel tatune gyoche Ninin Jesu nujupe Lam shishe senze Ganshen ten de guen Chang nape moten zingan so La
douce chez de l'eau chaude. Merci.